Voilà, bonsoir, bienvenue. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Vera Michalski, que la plupart d'entre vous connaissez déjà. Elle fait un superbe travail en faveur de la lecture, de la littérature, à la fois comme éditrice, comme mécène culturel. Je ne sais pas si vous avez déjà été près de Lausanne, dans un lieu que moi je trouve tout à fait magique, qui s'appelle Montrichet, à une vingtaine de kilomètres de Lausanne, au pied du Jura. Vous avez cet espace entièrement consacré aux livres et à la littérature, une bibliothèque qui est un rêve, des ateliers pour les écrivains, pour les résidences d'écrivains, un espace d'exposition, et tout ça, c'est grâce à Vera Michalski. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion, c'est une demi-heure de Lausanne ou même pas, et c'est un endroit vraiment très 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 particulier. Hier, un des fidèles de Suisse Med Culture qui était avec nous il y a 3 ans, qui a donné un concert, Benjamin Bernheim, a remporté les victoires de la musique lyrique en France hier. Donc bravo à Benjamin. Voilà, merci d'être là, et puis place à Louisa et à Vera. Je suis ravie d'être à nouveau avec vous ce soir. Je tiens à remercier donc François, Michel, ainsi que les membres du comité, Jeannette, Juliane, ainsi que Charlotte, Christiane, sans oublier Alexis, qui filme et qui nous prépare toujours de belles vidéos, et Pierre, qui nous reçoit dans ce cinéma. Bonsoir, Madame Vera Michalski, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci, bonsoir à vous. Bonsoir, vous avez plusieurs activités. Vous êtes donc la fondatrice de la Fondation Jeanne Michalski, vous êtes aussi éditrice et vous êtes mécène. Ma première question est la suivante. Comment est née cette idée de la Fondation Jeanne Michalski ? Alors l'idée de la Fondation est née avant tout des activités d'édition, puisque depuis 1986-87, en fondant les éditions Noir sur Blanc, on s'est aperçu que c'était très difficile pour les auteurs de pouvoir vivre de leur plume et qu'il fallait trouver un moyen de les aider pour avancer dans leur carrière, dans leur écriture. Donc c'était ça le présupposé de base de la Fondation. Et donc on avait identifié un lieu, donc à Montrichet, qui ce que disait le président Barral, c'était très juste. Montrichet est un lieu magique, mais il était magique même avant la construction de la Fondation, parce que c'est un des endroits où vous avez le plus beau des panoramas sur le lac, sur les Alpes, une vue totalement dégagée, en bordure de forêt. Et donc on a eu la chance de voir un terrain à proximité, et donc avec mon mari Yann, avec lequel j'avais fondé les éditions, on a décidé donc d'avoir une idée de faire quelque chose là. Et puis donc il est malheureusement décédé en 2002, et donc l'idée, la mise en musique de la Fondation, c'est moi qui ai dû la faire toute seule. Et donc ça s'est fait à partir de 2004, le chantier a commencé un peu plus tard. Alors vous avez une équipe qui travaille avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous choisissez les auteurs ? Parce que vous êtes au fond une passerelle, un pont entre des auteurs, je dirais, de l'Est et de l'Ouest. Comment se fait ce choix ? Alors, donc, pour ce qui est des éditions, quand vous démarrez une maison d'édition, c'est difficile d'avoir des auteurs, parce que vous devez d'abord acquérir une réputation. Et on avait donc décidé dès le début de faire ces passerelles entre l'Est et l'Ouest, et surtout de nous baser sur 2 piliers, la littérature polonaise et la littérature russe. Alors, aussi bien les classiques que les auteurs contemporains, aussi bien ce qu'on appelle la non-fiction, l'histoire, les documents, les témoignages, surtout sur le XXe siècle, qui était évidemment une époque très très dure, où l'histoire a été vraiment terrible pour tous ces pays d'Europe centrale et orientale, donc il y avait énormément de textes à publier. Et donc au début, les auteurs nous ont contactés. On a bénéficié du conseil de certains amis, de certains intellectuels, de certains prix Nobel, etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Alors vous êtes très sollicitée en tant qu'éditrice, bien sûr. Comment se fait le choix des auteurs ? Alors le choix se fait, avant tout, si nous avons un plaisir de lecture, et si nous pensons que le texte peut avoir une valeur universelle, c'est-à-dire intéresser
ce qu'on dit toujours un peu bêtement, intéresser plus que l'auteur, sa femme et son cousin. C'est-à-dire il faut que ce livre puisse intéresser quand même un public et qu'il ait une qualité, qu'il apporte quelque chose de nouveau. Voilà. Et donc bien entendu, on n'est jamais seul à décider. Maintenant que nous sommes un peu plus nombreux dans le groupe Libella, on consulte les commerciaux, on consulte un peu tout le monde. On n'a pas véritablement de comité de lecture, mais on a des éditeurs avec lesquels on échange. Alors, c'est toujours une alchimie, au fond, entre l'éditeur, l'auteur et le public. Comment est-ce que vous arrivez à percevoir cette alchimie lorsque vous recevez un texte? Qu'est-ce que vous vous dites? Alors, je pense qu'on sent assez vite s'il y a une petite musique, s'il y a quelque chose qui vous touche, qui vous amuse, qui vous stimule. Nous, dans notre cas précis, comme on édite en polonais et en français, on s'aperçoit que certains textes, par exemple, qu'on va traduire de l'anglais, ne peuvent pas fonctionner en Pologne comme ils vont fonctionner en territoire francophone. Donc là, c'est encore une autre réflexion qu'on doit faire. C'est ce que les agents littéraires appellent I do not know if this text will travel or not. Parce qu'il y a des thématiques qui sont très spécifiques à certains pays et qui ne fonctionneront pas ailleurs, indépendamment de la qualité des textes. Est-ce que vous constatez aujourd'hui un intérêt du public pour ces auteurs venus de l'Est, par rapport peut-être à l'actualité aussi, ou pas forcément? Comment est-ce que vous percevez le public, au fond? Alors, malheureusement, le public est très sujet à des modes, et donc on jette ce qu'on a adoré la saison d'après. Et nous, nous avons par exemple publié des auteurs ukrainiens bien avant la tragique situation ukrainienne. Alors je crois qu'il y a en ce moment un intérêt effectivement pour ce qui se passe à l'est de l'Europe, parce que voilà, l'histoire difficile rattrape un peu la réalité, et la littérature peut nous servir à comprendre les choses. Qu'en est-il des auteurs russes? Parce qu'il y a eu pas mal de polémiques lorsqu'il y a eu effectivement le début de l'agression, au fond, de la Russie par rapport à l'Ukraine. Beaucoup de personnes ont décidé, notamment dans certaines universités ou certaines librairies, de ne plus enseigner ou publier. Par exemple, il y a eu une grande polémique en Italie par rapport à Dostoïevski. Faut-il enseigner Dostoïevski ou pas? Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que c'est le type même du débat stupide, puisqu'en fait, la littérature russe est une des littératures les plus importantes du monde, et même des auteurs contemporains ont beaucoup de choses à nous dire. Alors nous, on est très fidèles à nos auteurs, dont certains, évidemment, ont choisi l'exil. D'autres, par exemple, Güzel Yarina, dont nous avons publié plusieurs livres qui ont eu du succès. Elle a déménagé au Kazakhstan, elle n'est pas, comme on disait à l'époque, passée à l'ouest, mais donc elle continue à écrire des livres remarquables. On peut pas, ils n'y sont pour rien dans cette situation, au contraire, ils sont les premières victimes. Donc vous encouragez, vous, vraiment, et vous essayez de mettre en avant aussi ces auteurs. C'est comme si on allait boycotter Mussorgsky, tous les compositeurs russes, c'est absurde. Vous avez l'impression que le public, au fond, est indifférent à ces appels de boycott et continue de lire les auteurs russes, de les découvrir, ou pas forcément? Je pense que peut-être que les gens sont davantage attirés par les auteurs classiques, mais bon, vous savez, le public est sujet aux modes pour la littérature, ne brille pas toujours par son intelligence. Alors, vous pouvez avoir des gens qui sont très, très influencés, qui se laisseront égarer, et d'autres qui iront vers la qualité des textes, toujours. Et vous, comment est-ce que vous avez vos coups de cœur? Évidemment, vous avez votre équipe qui travaille avec vous. Qu'est-ce qui fait un coup de cœur d'un éditeur? Comment est-ce que vous l'expliquez? C'est difficile à expliquer parce que c'est souvent instinctif. C'est souvent, voilà, c'est forcément subjectif. Et après, bon, on voit bien, si vous cherchez après à convaincre toute l'équipe éditoriale que ce livre est vraiment important, vous voyez bien dans la réaction des gens qui ont l'habitude de lire des livres, de les publier, si c'est un coup de cœur, si c'est un coup de foudre, si c'est juste un feu de paille, ou si c'est quelque chose qui tient la route. Et vous,
À vous, que vous apporte la littérature, Madame Michalski? Beaucoup de choses, comme à tout le monde. C'est-à-dire que c'est une clé pour comprendre le monde, c'est aussi ce que nous voulons faire à la Fondation, c'est-à-dire montrer que la littérature a plusieurs fonctions, c'est-à-dire le plaisir avant tout, mais aussi la connaissance, l'enseignement, enfin toutes sortes de choses. C'est le livre et la littérature, et moi je mets dans la littérature aussi la non-fiction. Si elle est bien écrite, elle est tout aussi grand plaisir que la littérature pure et dure, si je veux dire. C'est une clé pour comprendre le monde. Alors, est-ce que les gens lisent plus ou moins aujourd'hui? Parce qu'il y a aussi cette polémique, et notamment par rapport à l'époque que nous avons vécue avec le Covid, les gens ont redécouvert, au fond, le plaisir de la lecture. Alors, est-ce qu'ils achètent plus de livres ou pas? Est-ce qu'ils fréquentent plus ou moins votre bibliothèque qui est absolument prestigieuse et incroyable d'un point de vue de l'architecture aussi? Comment est-ce que vous percevez cela? On sort très fréquemment des statistiques qui souvent se contredisent. Les ventes de livres continuent à être bonnes. On dit que c'est surtout la bande dessinée, les mangas, etc. qui portent le reste du secteur. Mais je pense que on n'est pas mécontents, nous, de nos chiffres sur certains auteurs meilleurs que d'autres, bien entendu. Voilà, le e-book ne prend pas autant qu'on l'avait pensé à une certaine époque, en tout cas en territoire francophone. Moi, je crois que les gens continuent à lire. Et on me dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on m'a dit aux États-Unis, il est redevenu absolument sexy pour les jeunes, à leur premier rendez-vous, de se présenter avec un livre en physique. Alors, je ne sais pas s'ils le lisent, mais en tout cas, ils font l'effort de l'acheter, quoi. Et dans les bus aussi, dans les trains, voilà, on voit de plus en plus de personnes, effectivement, qui lisent des livres. Est-ce que vous avez le même plaisir lorsque vous lisez sur une tablette ou lorsque vous feuilletez et vous lisez un vrai livre, disons un livre papier? Pour moi, donc je lis surtout sur l'iPad, mais c'est surtout les projets, les propositions de manuscrits qu'on reçoit en PDF. Mais c'est vrai que pour le plaisir, je préfère le livre papier, bien entendu, oui. Et les éditeurs aujourd'hui, qu'en est-il de la situation des éditeurs? Parce qu'on parle de la situation des auteurs, vous en aidez beaucoup. Qu'en est-il des éditeurs aujourd'hui? Vous voulez dire sur les créations de maisons d'édition Oui, les créations. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y a certains éditeurs qui ont des difficultés, certains ont disparu peut-être? Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la situation? Je pense que la vie de l'édition, elle est comme la vie de toute la société, comme toute activité économique. Il y a des naissances, des disparitions. Parce que l'édition est un métier très, très personnalisé, très individuel. Et donc, lorsque le fondateur d'une maison d'édition disparaît, il n'a peut-être pas forcément envie qu'elle lui survive, ou alors s'il la cède à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est très, très particulier l'édition. C'est un métier d'individualiste et de donneur de leçons. C'est votre cas? Oui, je veux dire, la plupart des éditeurs, quand ils parlent de leur activité, disent mon catalogue. Hein. Mon catalogue, tu as vu mon catalogue. Il y a une espèce d'appropriation complètement, au fait, difficile à expliquer, qui n'est pas rationnelle, mais ça existe, hein, il faut savoir l'admettre. Alors, avant de passer à votre activité de mécène, j'aimerais vous demander, que représente pour vous la Pologne? La Pologne, je ne voudrais pas rentrer dans les grandes phrases parce que ce ne serait pas forcément juste, mais c'est un peu ma patrie d'adoption. Puisque j'ai quand même. Mes enfants sont à moitié polonais, mon mari était polonais, et nous continuons à avoir 2 maisons d'édition en Pologne qui publient, qui sont parmi l'une d'entre elles les plus prestigieuses de Pologne, publient beaucoup d'auteurs polonais. Alors la Pologne est très chère à mon cœur. Vous y retournez souvent? Oui, oui. Souvent. Et comment vous voyez aussi l'évolution justement des éditeurs, des éditions en Pologne aujourd'hui?
Alors il y a comme ici des jeunes éditeurs passionnés qui vont créer des maisons. Les grands groupes qui étaient avant contrôlés par l'État se sont privatisés, donc certains ont été achetés par des éditeurs étrangers. C'est toujours une scène littéraire très active. Et vous serez vous-même au Salon du Livre de Genève, qui commence la semaine prochaine. Quelle est l'importance d'un salon? Alors, ça peut être celui de Genève. Est-ce qu'il y en a un en Pologne aussi? Il y en a en France? Il y en a d'autres pays? Quelle est l'importance d'un salon? Alors, il y a beaucoup d'éditeurs, quand ils sont arrivés à un certain niveau de notoriété, qui disent « Oh, moi, les salons, ça m'emmerde, je n'y vais plus ». Et moi, je considère au contraire que les salons sont très importants, et j'en fais énormément. Parce que ça me fait un grand plaisir de rencontrer des lecteurs, d'être aux côtés des auteurs quand ils viennent donner des conférences, etc. Et à Genève, donc quand on a des auteurs qui sont importants pour nous, on les accompagne. Et on fait chaque fois de nouvelles rencontres de gens qui ne connaissent pas les maisons, qui ont envie d'en parler, et je trouve ça très important. Alors, l'évolution générale maintenant de ce qu'on appelait avant un salon du livre, au fond, était une grande librairie, où les gens venaient, trouvaient un assortiment un peu plus grand, et par-ci par-là, il y avait un auteur derrière une pile de livres qui dédicaçait. Et maintenant, les salons évoluent de plus en plus vers des festivals. Et donc, par exemple, le Salon du Livre de Paris s'appelle maintenant le Festival du Livre en Paris. Et donc, il y a toujours quelques auteurs derrière quelques piles, mais il y a surtout de l'événementiel, parce que les gens ont compris qu'il fallait faire de l'événementiel pour attirer le public vers les livres. Alors, l'année dernière, Paris a commencé à inviter TikTok. Donc, du coup, il y a eu énormément de jeunes qui sont venus. Ça a revigoré le salon. Et en Pologne, évidemment, il y a beaucoup de salons de festivals du livre. À Varsovie, il y en a même 2 qui sont en compétition à 3 semaines de distance. Donc, à chaque fois, on ne sait plus jamais, par exemple, le centre collectif français, on ne sait plus jamais à quel stand il va, à quel salon il va. Donc, il faut faire un petit peu de recherche pour savoir où trouver les gens. Il y en a un à Cracovie qui est très important aussi pour la scène nationale polonaise. Après, il y a des salons partout. Et vous allez aux 2 salons à Varsovie, ou vous en privilégiez un par rapport à... On a dû en choisir un parce qu'à 3 semaines de distance, c'est pas très porteur. D'accord. Et là, vous voyez une évolution aussi par rapport à l'intérêt du public, disons, pour ces salons, en Pologne aussi? Oui, alors c'est la même chose, l'événementiel attire. Donc, lorsqu'une vedette de cinéma, puisqu'on est dans un cinéma, va écrire un livre, elle va attirer du monde, quelle que soit la qualité du livre. Et vous faites de l'événementiel aussi à la Fondation? Oui, parce qu'on trouve que Comment est-ce que vous organisez au fond votre programmation à la Fondation? Alors, on organise 2 à 3 expositions par an, et toute une partie donc, de nos événements s'articule autour de ces expositions. Donc là, la prochaine, qui va être l'exposition Simenon, à partir du 15 mars, là, on va faire des conférences autour de Simenon. Si on arrive à trouver un concert littéraire autour de Simenon, on va faire ça aussi. Et sinon, c'est un peu en fonction du passage des auteurs. On a un festival qui s'appelle Bibliotopia à la fin du mois de mars. On a toute une série de manifestations aussi concernant ce qu'on appelle le nature writing, en fonction de notre proximité de la forêt et du paysage. Donc ça s'appelle l'écriture des lieux. Donc on essaye de mettre en résonance la nature et la littérature. Et lorsque vous planifiez au fond vos événements, est-ce que le public vous suit? Vous avez un public de fidèles, je pense. Est-ce que ce sont des personnes plutôt de la région, Morges, Lausanne, ou bien est-ce que vous avez des gens au fond qui viennent de différents lieux? Pardon. On a un public effectivement très fidèle. Alors évidemment, il y a les habitants du village qui nous remercient toujours d'amener une programmation à laquelle ils puissent venir à pied. Donc c'est quand même agréable. Mais on a beaucoup de gens de Genève, etc., en fonction des choses. Et puis je me souviens qu'une fois, on avait invité un auteur qui était assez rare. Et donc des gens étaient venus de Lyon pour écouter cet auteur. Donc voilà, ça dépend un peu. Les gens suivent nos newsletters qui sont hebdomadaires et s'inscrivent très très vite. Et donc depuis le Covid, on a demandé aux gens à s'inscrire même pour des manifestations gratuites.
On est pris d'assaut très vite et on est obligé de mettre des listes d'attente sur pratiquement tout. Mais c'est parce que notre auditorium est relativement petit. On a une centaine de places, donc c'est très vite plein. Alors l'architecture est très importante à la Fondation Michalski. Comment est-ce que vous avez choisi, au fond, les architectes qui ont collaboré avec vous? Alors, on a choisi un architecte vaudois, donc en la personne du cabinet Manja Vallen. Et puis, au fur et à mesure du développement du projet, on a éprouvé le besoin de faire appel à d'autres architectes. Et donc, avec ma fille, qui à l'époque était étudiante en architecture, on a identifié une vingtaine de bureaux d'architectes dans le monde entier qui étaient un peu en adéquation avec nos valeurs. Et ensuite, on leur a écrit, et une dizaine ont répondu. Et donc, on en a retenu à peu près 8 du monde entier. Donc, on a des architectes chiliens, brésiliens, japonais, etc. Et des architectes suisses, bien sûr, genevois, vaudois, zurichois, qui ont construit les résidences individuelles des auteurs. Et donc, ça donne un peu une espèce de campus un peu sous cette canopée. Vous voyez défiler les images qui vous donnent une idée du lieu. Et comment choisissez-vous les auteurs qui viennent en résidence chez vous? Alors là, les auteurs peuvent s'inscrire sur le site internet. Et donc on ouvre les inscriptions de mai à septembre. Et l'année dernière, par exemple, on a eu 2200 candidatures, alors que nous pouvons accueillir en tout, en réduisant les séjours à peu près un mois et demi, on peut accueillir une cinquantaine d'auteurs. Donc cette année, on en a 57. Et donc c'est un travail de sélection assez difficile. Les gens doivent présenter un projet sur lequel ils veulent travailler à la Fondation, une lettre de motivation. Alors certains croient malin d'ajouter en pièce jointe les 10 romans qu'ils ont écrits avant, ce qui pour le comité de sélection est épuisant et n'aide pas forcément leur dossier. Mais voilà, donc c'est un travail de sélection qui est fait très sérieusement. Et ce sont des gens du monde entier. Je crois que cette année, on est à plus de 20 pays différents. Et vous trouvez des perles auxquelles peut-être vous ne vous attendiez pas lorsque vous avez sélectionné des auteurs. Est-ce qu'ils se dévoilent, au fond, lors de leur résidence chez vous? Alors, il y a beaucoup de gens qui même... je me souviens une fois d'une poète belge on avait fait un concert, je ne sais même plus quel concert c'était, et à la fin du concert, elle vient me dire « Mais ça y est, pendant le concert, mon blocage, c'est terminé, je sais ce que je vais faire du reste de ma résidence. » Donc ça peut être aussi les échanges avec les autres résidents. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nourrir leur inspiration. Donc c'est souvent d'ailleurs l'échange avec les autres qui fonctionne bien. Mais bon, ce que je voudrais dire quand même, c'est que nous, cette résidence, ça n'a rien à voir avec l'activité d'édition. Hein. Parce que sinon, ce serait quand même un petit peu, je trouve, ça manquerait un petit peu d'éthique, d'inviter des gens à venir et puis après de choisir, beaucoup de ces gens sont édités ailleurs, à l'étranger, en France, en Suisse, partout. Et c'est seulement si un texte excellent qui serait sorti ne trouve vraiment personne que là, si j'ose dire, on dégainerait. Parce que sinon, je trouve que éthiquement, c'est difficile à défendre. Alors, vous côtoyez beaucoup d'auteurs. Est-ce que cela vous a donné envie d'écrire, Madame Michalski? Mais non, vraiment pas. Non? Non. Parce que vous avez une vie incroyable. Est-ce que vous n'avez pas envie, justement, de transmettre cela avec vos mots? Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Quand on est dans l'action, on est le nez dans le guidon, on ne pense pas à ce genre de choses. Alors, vous êtes dans l'action aussi en tant que mécène, vous êtes très sollicité en tant que mécène. Comment est-ce qu'est née cette passion déjà pour le mécénat et comment est-ce que vous choisissez les projets que vous souhaitez soutenir? Alors, le mécénat, dans mon cas, c'est une tradition familiale. Et en fait, des deux côtés de la famille, puisque la famille de ma mère, donc c'était Razumowski, c'était lui qui était donc qui a été le mécène de Beethoven pour les fameux quatuors.
Et donc aussi d'autres choses par la suite en Europe centrale, surtout en Tchécoslovaquie. Et du côté de mon père, donc ma grand-mère, mon grand-père, mon père, etc., ont tous été actifs dans le mécénat, que ce soit dans la nature, dans la musique, dans les arts plastiques. Donc si vous voulez, ça paraît logique que quand on a des moyens, qu'on les mette au service de causes intéressantes et d'œuvres intéressantes. Et le choix se fait Le choix se fait là aussi un petit peu par coup de cœur. Parce que j'aime bien aider des projets dans le domaine de la musique. Aussi, on a lancé récemment 2 festivals. Donc le Festival du dessin à Arlin, qui est dans sa 2e édition. L'autre qui est dans sa 8e édition cette année, c'est le festival un week-end à l'Est, à Paris, où on invite chaque année une grande ville d'un pays de l'Est, vu de Paris, à venir à Paris dans le 6e arrondissement, présenter toutes les activités culturelles, toute la culture d'une ville, par extension aussi d'un pays. Alors là, par exemple, l'année dernière, c'était Tbilissi. Cette année, ça va être Yerevan. Et on a fait donc successivement, je ne vais pas faire une longue énumération, mais Varsovie, Kiev, Budapest, Belgrade, Sofia et l'année d'avant Tbilissi, Odessa. Et donc, est-ce que vous constatez, je dirais que grâce aux ponts, passerelles que vous jetez entre l'Est et l'Ouest, est-ce que les auteurs de l'Est et de l'Ouest se rencontrent, ont des dialogues, ou est-ce que c'est encore difficile d'instaurer ce dialogue entre les deux ? Alors justement, dans le cadre de ce festival du Week-end à l'Est, on organise toujours des discussions entre auteurs français et originaires du pays qu'on a invités. Et c'est toujours très fructueux, très intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, des auteurs de pays en guerre, justement, peuvent bénéficier de votre soutien, de votre mécénat pour des personnes peut-être qui souhaiteraient quitter leur pays, qui n'ont peut-être pas la possibilité de le faire ? Alors oui, bien sûr, nous, à la Fondation, on a une politique d'accueil. Si on attire notre attention sur des gens en difficulté, que ce soit pour des raisons humanitaires ou autres, des gens qui ont envie d'écrire, on fera tout pour les accueillir. Et des musiciens pareils, puisque vous soutenez aussi beaucoup la musique. Nous, à la Fondation, donc, on n'est pas outillés pour accueillir autre chose que des écrivains, auteurs ou des traducteurs. Donc on n'a pas d'atelier à proprement dire comme par exemple à la Villa Médicis ou dans d'autres résidences, la Bec, au bord du lac, etc. Est-ce que la BD est aussi populaire justement à l'Est qu'elle l'est aujourd'hui dans nos pays, à Paris, en Suisse aussi, puisque c'est un pays où on a de grands dessinateurs ? Oui, alors la BD maintenant elle est devenue un phénomène mondial. Et parmi les meilleurs des dessinateurs de BD sont en Pologne aussi et en Russie. Et donc c'est devenu très, très populaire aussi. Et je pense que ça doit être difficile aussi de travailler, pas seulement d'ailleurs en Pologne, mais dans beaucoup de pays. Chapat, qui était chez nous il n'y a pas si longtemps, nous expliquait aussi la difficulté au fond de pouvoir dire et d'exprimer cette liberté d'expression aujourd'hui qui est vraiment très souvent dans certains pays mise en veilleuse. Oui, le dessin de presse, c'est vraiment une activité qui peut être très dangereuse et de laquelle on a besoin. Et vous êtes sensible justement au dessin de presse, vous le soutenez, vous le favorisez aussi dans votre activité ? Oui, parce que donc, si on publie les cahiers dessinés, donc, qui est une des maisons spécialisées dans le dessin, qui existe depuis plus de 20 ans. Et là, on touche à tout genre de dessin, aussi bien le dessin de presse que le dessin d'humour, dessin poétique, dessin contemporain, etc. On a publié Giacometti, Salut sur Paris. Donc c'est un trésor inépuisable, le dessin. Et surtout aussi les romans graphiques. Il y a de plus en plus aujourd'hui de romans graphiques qui sont absolument d'une qualité très belle. Oui, absolument. C'est devenu un filon pour certains éditeurs, mais bon, le marché commence à être un peu inondé de ces romans graphiques, mais c'est toujours intéressant.
Alors il y a aussi une question qu'on se pose, c'est la question du prix des livres. Parce qu'en Suisse, les livres sont chers. On a souvent des personnes, notamment à Genève, qui vont aller plutôt à Ferney-Voltaire acheter des livres qui sont beaucoup moins chers que Genève. Qu'en pensez-vous? Alors c'est une règle qui existe depuis longtemps, qui a été faite à l'origine pour protéger les libraires suisses, qui ont des loyers beaucoup plus élevés que les librairies parisiennes ou autres, et les salaires étant plus élevés aussi, de leur permettre d'avoir une marge qui leur permettrait de vivre mieux. Ensuite, le système a été au cours des années un petit peu dévoyé, des distributeurs français se sont un peu, dirait-on, nourris sur la bête. Et donc maintenant, c'est vrai que je crois qu'il y a un consensus pour essayer d'améliorer ça, de réduire un petit peu ce différentiel, qui dans certains cas, dû à une tabelle, est excessif, bien sûr. Et qu'est-ce qui bloque alors pour qu'on puisse effectivement harmoniser tout ça? Je crois que M. Pascal Vandenberg était à la pointe aussi justement de ce combat par rapport au prix du livre. Qu'est-ce qui bloque? C'est-à-dire que la Suisse ne fait pas partie de l'Europe. Hein. Donc ça déjà, ça génère un problème de douane. Et voilà, il y a trop d'intermédiaires présents actuellement dans le marché. Donc une fois la chose réglée, voilà, je crois que c'est une évolution en marche. Alors vous, en tant que mécène et en tant qu'éditrice, est-ce que vous avez quelque chose, un projet ou un défi ou un rêve que vous souhaiteriez réaliser? Est-ce qu'il y a un auteur ou qu'est-ce que vous avez encore envie de faire, Madame Michalski? Parce que vous faites tellement de choses. Qu'est-ce qui vous reste à faire encore aujourd'hui? Énormément de choses. Je pense qu'on a tous des rêves, mais enfin, là, je dois dire, je n'ai pas réfléchi du tout à ça. Mais bon, oui, le rêve serait qu'on freine ce qu'on disait tout à l'heure comme le point central de la Fondation, l'érosion de la lecture. Donc en fait, que les gens retrouvent le chemin des librairies, achètent davantage de livres, que les auteurs puissent vivre de leur plume et tout ça. Et comment faire en sorte que les jeunes, surtout les enfants aussi, parce qu'il y a une certaine période de l'enfance où les enfants découvrent les livres et aiment lire, et puis à un certain moment, comme ça, il y a un blocage où les enfants disent « Ah, lire encore », et puis après, beaucoup plus tard peut-être, ou lorsqu'ils font des études, ils redécouvrent les livres. Comment faire en sorte qu'ils ne décrochent pas par rapport à la lecture ? Voilà, c'est un peu le rôle de fondations telles que la nôtre et de l'enseignement surtout, proposer aux enfants des livres qui les amusent et les intéressent. Et donc là, évidemment, les programmes scolaires sont importants. Et les pauses lecture aussi. Et que les familles poussent les enfants à lire. Débranchent un peu les écrans. Enfin, c'est une banalité de le dire, mais ne serait-ce que commencer par son téléphone. On le fait peut-être pas forcément. On ne montre pas forcément l'exemple. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi, c'est intéressant, dans certaines classes, les enfants, quand ils arrivent un peu avant, il y a des coins lecture où on met des livres à disposition. Alors au début, les enfants ronchonnent un petit peu parce qu'ils aiment bien continuer de jouer, mais finalement, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est une belle chose à faire. Est-ce que vous le constatez aussi lorsque vous allez voilà, dans d'autres pays Alors, on a soutenu à la Fondation, on soutient toujours depuis un certain temps un projet qui s'appelle Silence en lit. Et donc là, il faut que les chefs d'établissement scolaire chaque fois acceptent. Hein. Mais l'idée, c'est que tous les jours, chaque semaine, enfin ça dépend des cas, les enseignants disent aux élèves, voilà, maintenant tu lis. Et alors, rien d'autre n'existe. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, tout le monde lit. Et donc ça fonctionne assez bien. Ça a des résultats ponctuels. Ensuite, on a soutenu aussi une autre initiative qui s'appelle, attendez, genre toute mémoire là, déchiffrer la langue je peux, ou quelque chose comme ça. Donc c'est une association qui pousse donc des élèves de l'âge de 14-15 ans à écrire, et ensuite ils trouvent les moyens, donc grâce à nous en partie, pour éditer des petits livres
donc qui contiennent les écrits des lycéens en l'occurrence. Et donc c'est une telle fierté pour les enfants de voir ces livres exister, que ça aussi ça les motive pour continuer à faire ça. Donc voilà, ça me revient. Déchiffrer le langage, je peux. Voilà comment ça s'appelle. C'est un beau titre. Oui. Et les bibliobus aussi sont très intéressants pour les enfants. Bien sûr, oui. Et est-ce que vous constatez, vous qui allez souvent en Pologne par exemple, est-ce que les jeunes lisent plus en Pologne, à votre avis, qu'en France ou en Suisse ? Ça a longtemps été le cas, mais maintenant, comme les écrans, le cinéma, etc., sont partout, et on se plaint aussi en Pologne de la diminution de la lecture. Est-ce que les autorités peuvent aider, au fond, que ce soit les autorités locales ou pas, à faire en sorte que les jeunes s'intéressent davantage à la lecture ? Oui, elles peuvent, elles pourraient, oui. Elles le font ? Oui, dans certains cas, bien sûr, oui. Mm-hmm. Mais vous voyez, donc si on regarde un peu la situation internationale telle qu'elle est aujourd'hui, on peut pas, disons, on n'est pas dans une bulle. Et quand vous voyez maintenant partout les gens qui disent qu'il faut augmenter les budgets militaires, donc si les budgets militaires augmentent, ça va être forcément au détriment de quelque chose. Ça va être probablement l'enseignement, les budgets pour la culture, etc. Donc c'est pour ça qu'il est important que des fondations telles que la nôtre existent pour essayer d'aller à l'encontre de ces tendances-là et d'un petit peu diminuer les pertes qui viendront de ce côté-là. Et justement, la question de l'éducation, comme vous dites, est très importante par rapport à d'autres budgets aussi. Comment équilibrer ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est très, très anxiogène sous toutes les latitudes, je dirais, par rapport aux tensions, par rapport aux guerres, par rapport aux conflits. Comment pensez-vous que les autorités pourraient, au fond, équilibrer, de dire, voilà, s'il y a des budgets militaires qui sont votés, mais que ce ne soit pas au détriment justement de l'éducation et de la culture. Ça, c'est vraiment le problème des budgets étatiques. Donc, c'est difficile, il faut toujours arbitrer. Et bon, là, chaque pays, chaque gouvernement arbitre à sa façon. Vous le sentez, par exemple, par rapport à la Pologne, où vous allez souvent, si vous comparez la Pologne, la France, la Suisse, d'autres pays que vous connaissez, vous allez, je pense que vous retournez en Russie aussi. Non, je ne suis pas retournée en Russie ces dernières années. Bon, je ne sais pas, je ne veux pas me tomber dans la victimisation, mais donc avec tous les auteurs anti-régime que nous avons publiés, je ne sais pas si c'est une bonne idée pour moi d'aller en Russie. Franchement. Donc pour l'instant, vous ne retournerez pas sur les pas de Dostoïevski et d'autres auteurs. Très bien, on peut le comprendre. Est-ce que vous acceptez qu'on prenne quelques questions du public, Madame Michalski ? Bien sûr, oui. Si vous souhaitez, mesdames et messieurs, profiter de poser des questions. Tout à fait. Au début, vous avez parlé de la traduction du polonais. Traductrice, c'était mon premier métier. Je pense qu'aujourd'hui, si je devais le faire, je serais terriblement menacée par l'intelligence artificielle. Est-ce que maintenant, vous allez être confrontée à ce problème et comment comptez-vous le gérer ? Alors, il y a eu, il y a quelques mois, une lettre ouverte, une pétition lancée par l'Association des traducteurs littéraires de France. On travaille beaucoup avec leurs membres, justement pour pousser les éditeurs à une charte qui réduirait la partie de l'intelligence artificielle. Quand on parle d'un texte littéraire, il est très important que les traductions soient bonnes. Il y a des nuances, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être saisies pour l'instant, bien sûr, puisque les choses évoluent par l'intelligence artificielle. Mais disons, les éditeurs qui publient ce que j'appelle de la grosse artillerie, des gros livres, des gros thrillers traduits de l'anglais, qui habituellement mettaient une dizaine de traducteurs pour traduire au kilomètre, et ensuite faisaient relire ça pour le lycée et le mettre sur le marché. Ce type d'éditeur-là, bien sûr, va pas hésiter à avoir recours à l'intelligence artificielle. Donc,
j'avais signé cette pétition, il paraît qu'on n'était que 2 éditeurs à l'avoir signée. Et donc beaucoup de traducteurs m'ont remercié pour ça. Mais bien sûr, l'évolution est mauvaise et c'est un métier menacé maintenant. Merci 1000 fois pour cette très intéressante discussion et pour la réponse, pour la manière avec laquelle vous répondez si spontanément. Vous n'avez pas parlé du prix Michalski. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots du prix Michalski qui est devenu si prestigieux? Alors nous avons décidé de lancer à la Fondation, donc même avant que le bâtiment soit terminé, donc je ne sais plus si c'est la 12e ou la 13e édition maintenant, un prix littéraire international dont l'originalité est que le jury n'est constitué que d'auteurs, plus moi-même la présidente, et donc d'un auteur qui a une fibre artistique. C'est soit un artiste qui écrit, soit voilà, c'est un artiste qui est intéressé par le livre aussi. Et donc le jury est de 8 personnes, internationales, on maîtrise pas mal de langues entre nous 8, on le change tous les 3 ans, et ce qui fait qu'on a chaque année une sélection très intéressante de livres originaux. Cette année, on a primé une écrivaine donc colombienne pour un livre absolument extraordinaire. Et je pense que cette femme, Karina Sáenz Borgo, va aller très loin. Parce qu'elle a vraiment elle n'a écrit pour l'instant que 3 livres. Et elle est vraiment extraordinaire. Ça suffit comme réponse? Oui. Peut-être juste mentionner qu'un de vos choix est devenu un prix Nobel l'année suivante. Ah oui, non, c'est vrai. Oui, ma modestie me perdra. Mais donc, 2 de nos lauréats ont eu le prix Nobel, donc ce qui est pas mal. Donc la première, Olga Tokarczuk, donc écrivaine polonaise qui a eu le prix Nobel de littérature en 2018, et on l'avait primé l'année d'avant. Et l'année d'après, on avait primé un livre édité par Mémorial, l'association depuis déclarée illégale par le régime russe, qui cherchait toutes les traces des crimes staliniens. Et donc là, c'est un livre qui s'appelait Ost, qui revenait sur l'histoire précisément de tous les Russes, tous les Ukrainiens, tous les gens du bloc soviétique qui avaient été à l'époque emmenés par les Allemands de force pour travailler en Allemagne, et donc évidemment contre leur gré, et qui, quand ils sont revenus en Russie, se sont tous retrouvés au goulag. Et donc il y a 3 des auteurs du livre étaient venus en Autriche recevoir le prix, et l'année d'après, ils ont eu le prix Nobel de la paix en même temps que 2 autres personnes ou organismes. Oui, merci beaucoup pour votre exposé, Mme Michalski. Dans le contexte d'un prix littéraire dont je m'occupe, je suis confronté aux ateliers d'écriture. Ça m'intéressait de savoir ce que vous pensez des ateliers d'écriture qui sont nombreux en fait dans notre région de Suisse romande. Alors c'est vrai que les ateliers d'écriture, il y a je ne sais pas, une vingtaine d'années, existaient beaucoup moins, et maintenant sont devenus très, très, très populaires, et je pense que c'est une très bonne évolution. Ça veut dire que de plus en plus de gens ont envie d'écrire, donc ça c'est quand même très, très positif. Alors je pense qu'il y a des ateliers de qualité différente en fonction des gens qui les animent. Je sais qu'à la Fondation on soutient notamment le prix du jeune écrivain qui a souvent récompensé des auteurs d'ailleurs de Suisse romande qui ont après fait une grande carrière. Et donc dans ce cadre-là, ils font aussi des ateliers d'écriture, certains des membres de leur jury, dans la région de Toulouse, à Muret. Et donc c'est vrai, je trouve que l'atelier d'écriture est quelque chose d'important, si c'est bien fait. Bonsoir, merci de votre exposé. J'aimerais juste revenir sur cette magnifique architecture de votre fondation, que je découvre par ces photos. Et ça m'inspire des paysages plutôt méditerranéens ou du sud, avec ce ciel magnifique et ces trouées dans la lumière. Y a-t-il une symbolique par rapport entre l'architecture et la littérature que vous avez souhaité concrétiser par ce bâtiment ? Alors ce qu'on a choisi assez vite, c'était de circonscrire le site un peu par cette canopée
Et moi, mon idée de base, c'était que les écrivains allaient écrire dans des cabanes suspendues dans les arbres. Évidemment, comme la forêt est publique, on n'a pas pu construire dans la forêt, donc on a voulu symboliser les arbres par ces piliers en béton. Et donc, c'était un petit peu ça le début du concept. Et donc l'idée était d'avoir une espèce de village ou une petite cité, comme on le disait, dans nos prospectus à l'époque, consacrée à l'écriture. Je pense que les écrivains qui viennent là, dont certains ont beaucoup d'expérience d'autres résidences, il y a ce qu'on appelle les professionnels de la résidence, qui en fait n'ont plus de chez soi, si je peux dire, ils vont d'une résidence à l'autre, et donc certains réussissent à écrire des chefs-d'œuvre, d'autres un peu moins. Et ils nous disent qu'ils sont très inspirés quand ils viennent à Montricher, par la nature ambiante, aussi par les lieux et par le fait qu'ils ne sont pas tous dans les mêmes chambres et que voilà, les échanges sont fructueux entre eux. Parmi toutes vos activités, il y en a beaucoup que vous n'avez pas évoquées, il y en a une qui m'intéresse plus particulièrement. Vous avez été nommée il y a quelques années ambassadrice de bonne volonté à l'UNESCO. Vous avez fait beaucoup de choses au niveau de la littérature et de la lecture. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, oui, donc au début, là, mon mandat d'ambassadeur n'était pas très, ambassadeur entre guillemets, n'était pas très clair. Mais maintenant, j'œuvre surtout à la pérennisation du réseau des capitales mondiales du livre de l'UNESCO, où il y a eu des années avec des villes qui ont mis sur pied des programmes extraordinaires, comme par exemple Athènes, Tbilissi, il y avait des choses extraordinaires. Et après d'autres pays, par exemple Conakry, bien sûr, ont beaucoup moins de moyens, ont fait ce qu'ils ont pu. Guadalajara, qui a une grande tradition du livre aussi, a fait beaucoup de choses. Et cette année, c'est Strasbourg. Donc c'est la première fois qu'une ville française est capitale mondiale du livre de l'UNESCO. Et suite à Wrocław, qui avait été capitale mondiale du livre il y a un certain temps déjà, a été lancée l'idée donc de créer un réseau de ces villes pour essayer de pérenniser certaines des activités et des buts. Mais bon, Strasbourg, là, ça va être lancé fin avril, donc on verra ce que ça donne. Mais l'UNESCO est une énorme organisation, donc on a toujours l'impression d'être une goutte d'eau dans l'océan. Mais bon, c'est pas à vous que je vais l'expliquer. Voilà, un petit souvenir de Swiss Meat Culture avec votre nom gravé, voilà, Vera Michalski, Wow. sur une de nos ardoises. Magnifique. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci Michel. Merci Madame Michalski pour cette conversation fort intéressante et on a beaucoup appris, donc merci. Merci beaucoup.